Bonjour à toutes et à tous. Voici le troisième résumé vidéo d'un cycle de 8 modules consacré à l'histoire des églises baptistes en France jusqu'au début des années 1950. Nous arrivons à la phase du baptisme institutionnalisé de 1870 à 1921. Micro-minorité au sein de la petite minorité protestante, les églises baptistes représentent moins de 3000 fidèles vers 1870. Un demi-siècle plus tard, elles multiplient leurs effectifs par 3 dans un contexte nouveau de liberté. La chute du Second Empire marque la fin des discriminations systémiques, ce qui permet d'édifier au grand jour des lieux de culte comme à Denain dans le bassin minier du Nord. C'est l'âge d'or de la classe ouvrière. Étudié par Gérard Noiriel, le monde ouvrier transforme le visage de la société et imprègne culture et pratique des églises baptistes du bassin minier. Au lendemain du Second Empire, plusieurs lieux de culte baptistes sortent de terre, comme ici à Lafer, ville de garnison dans le département de l'Aisne. On note une recherche d'élégance architecturale dans le fronton, les palmes, la rosace. Cette élégance participe d'une stratégie de marquage de l'espace qui vise à s'inscrire dans des codes esthétiques partagés. C'est flagrant avec la construction du temple baptiste de la rue de Lille à Paris, dédicacé le 14 septembre 1873. Extérieurement, ce temple néo-gothique met le passant catholique en confiance, lui rappelant d'emblée qu'il s'agit d'un édifice chrétien. Bâti au prix de sacrifices financiers considérables, ce temple est parfois surnommé la cathédrale des baptistes. De fait, les trois grandes tendances qui ont marqué l'implantation du baptisme partagent toutes un lien fort avec ce lieu emblématique. Alors que l'implantation des églises se poursuit, des dynamiques unitaires se cristallisent autour d'un comité baptiste puis d'une union baptiste qui tient ses réunions à Paris, comme ici, en 1891. Dans la capitale française, au début de la Troisième République, l'évangélisation baptiste se déploie notamment via un certain Rubens Saillens, pasteur et évangéliste qui crée une nouvelle église basée un temps rue Saint-Denis. Toujours à Paris, en 1899, une autre église baptiste s'affirme dans ses nouveaux locaux, c'est celle du 129 avenue du Maine, conduite par le pasteur nordiste Philémon Vincent, sans aide financière américaine. Un nouveau régime de visibilité s'est mis en place. Sans crainte désormais de verbalisation, les assemblées s'affichent et on profite de la révolution de la photographie pour immortaliser les souvenirs partagés. Dans un contexte de développement rapide de l'agglomération parisienne, les communes limitrophes de Paris sont atteintes par l'évangélisation, comme à Colombes où un temple est édifié en 1909. Aux avant-postes de l'évangélisation, les figures mises en avant sont des hommes, voués au rôle d'enseignement et de direction, mais on ne saurait trop souligner le rôle majeur des femmes, nombreuses à se convertir et à s'impliquer dans les assemblées, y compris en exerçant leur droit de vote. Dans cette phase déployée entre 1870 et 1921, la génération des pionniers s'éteint, laissant derrière elle des sépultures souvent ornées de versets bibliques. On retrouve, jusque sur la tombe, le principe protestant du sola scriptura, l'écriture seule. En Bretagne, sous l'impulsion notamment du couple Lecoat et de Lequéré, la présence baptiste est consolidée durant la période, entretenant toujours des relations particulières avec le Pays de Galles et la BMS. Dans l'Est aussi, le baptisme élargit son assise. Une chapelle est ainsi inaugurée à Montbéliard dans le Doubs en avril 1877, tête de pont d'une nouvelle offre baptiste en Franche-Comté. Mais c'est dans le bassin houiller du Nord que l'implantation progresse le plus, à l'ombre des terrils et dans les corons. De nouvelles assemblées sont créées, comme à Liévin ou Lens. La vie ouvrière du bassin houiller est marquée par de nouvelles formes de solidarité et d'organisation, via syndicalisme politique, mais aussi religion, comme l'illustre l'impact du réveil du Pays de Galles dans certains milieux baptistes. Plein sud maintenant, c'est un nouveau pôle qui commence à émerger dans le Midi, durant la période, à Marseille, Toulon, Alès, Nîmes, Nice. Le superbe temple baptiste du 13 rue Vernier à Nice, inauguré le 11 décembre 1910, témoigne de ce nouvel ancrage dans le sud de la France, sur la base d'une culture protestante différenciée. Vers 1900, l'implantation baptiste couvre désormais, bien que sommairement, la majeure partie de l'Hexagone, sauf le sud-ouest. Les premiers foyers sont consolidés, s'ajoutent le Midi, la Normandie, la Franche-Comté, le Poitou et la Lorraine. Cette période de croissance impose de mieux organiser le mouvement baptiste. Cette montée en gamme en matière de structuration est portée par deux hommes. Le premier est Philémon Vincent, figure phare du baptisme du Nord. Il est formé à la nouvelle faculté de théologie protestante de Paris, comme l'analyse Jean-Marcel Vincent, et défend un baptisme social, évangélique, pluraliste. La seconde figure qui porte de grands projets de structuration du mouvement baptiste, c'est le pasteur et évangéliste cévenol Rubens Saillens, hymnologue, écrivain, fondateur d'œuvres,
il incarne une autre offre baptiste. Ces ancrages cévenols, analysés par Jacques-Émile Blocher, dessinent un profil évangélique où la centralité de la fidélité doctrinale, quoi qu'il en coûte, motive l'engagement. Sur la base de sa diversité et de ses différences, l'œuvre baptiste se coordonne sur le plan national, mais aux tensions interpersonnelles s'ajoutent les effets en France de la crise fondamentaliste, qui touche alors le protestantisme international. Entre 1910 et 1915, la publication des fascicules intitulés The Fundamentals aux États-Unis cristallise le débat sur ce que doit être la fidélité doctrinale dans les églises. Le baptisme français n'est pas épargné par ces questions. La principale mission baptiste américaine qui soutient alors l'œuvre baptiste en France a fort à faire pour gérer les tensions au sein de l'Union baptiste française. Le docteur Franklin s'use à la tâche en vain. Les différents représentants de l'Union baptiste posent pour une dernière photo de famille en 1919 après la Grande Guerre. La famille éclate peu après, en différentes fractions. À partir d'une même matrice baptiste, 3 types d'organisations se mettent en place. L'institutionnalisation ultérieure du baptisme s'appuiera sur ces 3 piliers. Premier pilier, la Fédération baptiste, héritière du baptisme du Nord, qui se rattache à la Fédération protestante de France. Second pilier, l'Association baptiste, héritière du baptisme du Sud, qui défend l'optique d'un laboratoire professant. Troisième pilier, porté alors par la famille Saillance-Blocher, celui du baptisme indépendant. L'Union baptiste n'est plus. La Fédération baptiste en assume une partie de l'héritage sur une base pluraliste, évangélique et sociale, appuyée sur ses bastions de Picardie et du nord de la France. Quant à l'Association baptiste, portée en particulier par la figure du pasteur du Barry, elle assume une autre part de l'héritage de l'Union baptiste sur la base d'une défense farouche du modèle professant, avec orthodoxie et orthopraxie. Enfin, la voie du baptisme indépendant est défendue par ce qui devient l'église baptiste du Tabernacle à Paris. De l'héritage de l'Union baptiste, elle reprend une très forte focalisation sur l'apostolat et l'évangélisation. Ainsi structuré, le baptisme entre dans sa dernière phase d'implantation en France, jusqu'au début des années 1950, ce qui sera l'objet du prochain module résumé. Merci pour votre attention.